janvier 2004, en Touraine, près du petit village de Corton-le-Duc, une macabre et terrifiante découverte est faite dans la forêt. « 19 corps disposés de façon étrange sont retrouvés à l'aube par un habitant de la région. Ce jour-là, je me suis rendu dans le bois, comme d'habitude. Et là, quand je suis arrivé... 19 victimes disposées comme pour un rite. 16 corps ont été découverts ce matin dans... C'est donc la pire hypothèse qui s'est vérifiée ce matin dans l'affaire des disparus. Les corps sont disposés en étoiles. Les enquêteurs ne croient plus guère à un suicide collectif, ils pensent de plus en plus à un massacre organisé. Toutes ces personnes sont mortes par électrocution. Une vision d'horreur. J'en ai vu des choses dans ma carrière, parfois vraiment sordides. Mais là, je crois qu'on a atteint le sommet. La position des corps des 19 victimes semble représenter une figure géométrique ressemblant à un soleil. Plus troublant encore, de part et d'autre, des traces circulaires de brûlures font penser qu'un engin se serait posé sur les lieux du drame. Enlèvement extraterrestre, suicide collectif, face à des faits aussi étranges qu'inexplicables, la section 13 s'est vue confier l'affaire. Nous sommes le mardi 20 janvier 2004 en Touraine. Très tôt dans la matinée, un habitant de la région, un chasseur, fait une découverte qu'il n'est pas prêt d'oublier. 19 personnes nues, toutes décédées, sont disposées de manière étrange dans une clairière au cœur de la forêt. Immédiatement, les plus hautes instances de l'État s'emparent de l'affaire et le ministère décide de faire appel au service de la section 13, l'unité spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Lorsque nous sommes arrivés sur le site, nous savions que cette enquête allait être particulièrement sensible. Lorsque le général Carnot, qui dirige la section 13 depuis 11 ans, est averti de l'affaire, il comprend très vite qu'une course s'est engagée. Deux choses étaient fondamentales. La première, c'était qu'il ne fallait absolument pas communiquer quoi que ce soit à la presse. Et la seconde était la préservation, je dirais, du périmètre de la scène de crime au maximum. Lorsqu'une investigation de grande envergure est mise en place, la scène de crime doit rester intacte, ainsi que les kilomètres aux alentours. Toutes les forces de gendarmerie sont mobilisées pour laisser le champ libre aux enquêteurs et personne ne doit venir polluer le site. Les ordres du préfet étaient sans appel. On a dû très rapidement barricader le site et mettre en place un dispositif de surveillance renforcé pour en interdire l'accès à quiconque. Je couvrais l'événement de très loin, puisqu'au moment des faits, la presse n'était pas conviée, si j'ose dire, sur les lieux de cette macabre découverte. Michel Rosemary, journaliste d'investigation de la presse écrite et de la télévision, a réussi malgré les difficultés à enquêter sur cette mystérieuse affaire. En ce 20 janvier 2004, le spectacle dans cette clairière était vraiment stupéfiant. Les corps étaient disposés de façon géométrique, en forme de soleil. Parmi les enquêteurs présents sur le site, il y a le lieutenant Etchebarri, responsable de la cellule scientifique de la section 13. C'est lui qui a dressé le premier rapport concernant l'état des corps des victimes. Les visages sont méconnaissables. Et l'intérieur des mains est brûlé à un tel point que les empreintes digitales risquent de ne pas être exploitables. C'était une mise en scène sinistre, un peu comme une sorte de rituel. Autour du cercle formé par les corps, les enquêteurs retrouvent de grandes traces de brûlure, ainsi que des particules éparpillées tout autour de la scène de crime. Chaque indice est précieux. Les équipes de la section 13 se focalisent alors sur chaque centimètre carré du terrain. Le capitaine Brunel, à la tête du service d'enquête de la section 13, est en charge des investigations. Là, nous relevons les indices et nous emmenons les corps à l'Institut médico-légal pour les relevés d'ADN.
Je dois dire qu'à ce moment-là, l'identification était impossible. 19 corps à autopsier, par définition, il fallait renforcer les équipes médico-légales. Il fallait absolument savoir qui étaient ces gens, d'où ils venaient, en un minimum de temps. Dans un premier temps, les enquêteurs de la section 13 se tournent vers l'homme qui a fait cette macabre découverte. Roger Ballandrin, 47 ans, est le premier témoin entendu dans cette affaire. Exceptionnellement, il a accepté de revenir avec nous sur ce jour qui a bouleversé sa vie. Ce jour-là, je me suis rendu dans le bois, comme d'habitude. Ça faisait en gros 2 semaines que je ne pouvais pas y aller à cause des intempéries, la pluie, la neige, etc. Au départ, quand j'ai vu ces formes au loin, j'ai pensé que c'était encore des gens qui, une énième fois, avaient déposé leurs ordures n'importe où. Et au fur et à mesure où je m'en suis approché, je me suis rendu compte que c'était des corps humains. Et là, la vision a été insupportable, quoi. Et ces corps étaient dénudés, mutilés, certains membres couverts de brûlures, visiblement des gens qui étaient morts dans la souffrance, avec certains les yeux ouverts, révulsés, comme s'ils avaient vu une dernière vision d'horreur avant de mourir. Et je peux vous dire que là, le cœur, il bat à 200 à l'heure et qu'on se demande à la limite si on n'est pas en train de rêver, quoi. J'ai pensé à me sauver en courant, j'avais les jambes qui tremblaient, je ne savais plus quoi faire, j'ai paniqué. Bon, après, je me suis un peu ressaisi et je me suis dit qu'il fallait absolument appeler la gendarmerie. Le plus surprenant, c'est que cette clairière n'est pas si isolée que ça. Et les corps n'ont pas pu arriver comme ça par hasard. Des corps complètement nus et leur disposition étrange en cercle, en soleil plus exactement, ça nous interpelle et ça nous fait tout de suite penser à un rituel. Parallèlement, nous avons exploité tous les indices que nous avions relevés sur place et nous avons remarqué en particulier qu'il n'y avait aucune trace de sang autour des corps. Du fait des circonstances de la mort, des visages défigurés et des mains brûlées, cette affaire s'annonce particulièrement difficile. L'identité de ces 19 personnes semble avoir été comme effacée. Empreintes digitales brûlées, visages défigurés. Toutes ces victimes paraissent avoir été torturées avant d'être exécutées. Comment expliquer cette horrible découverte? Comment, en plein mois de janvier, 19 adultes ont-ils pu se retrouver là, leur corps nu, sans vie? Suicide collectif? Rituel? Secte? Les membres de la section 13 vont devoir attendre le rapport du médecin légiste pour pouvoir avancer dans leur enquête. Le soir même des faits, les 19 corps sont transférés à l'Institut médico-légal de Tours. À 4h15 du matin, le docteur Lafaux va remettre à la section 13 un rapport édifiant. Le légiste est formel, il relève des marques de brûlure sur la nuque, comme si on avait posé des électrodes qui ont transmis le courant et entraîné la mort. Les premières conclusions légistes permettent d'écarter très rapidement la thèse du suicide collectif. Toutes ces victimes ont trouvé la mort suite à une puissante décharge électrique imposée au niveau de la nuque et ayant entraîné l'arrêt respiratoire et cardiaque. Les équipes des légistes avançaient très rapidement et un premier scénario se dégageait, ces personnes avaient été massivement exécutées. Les enquêteurs de la section 13 ne mettent pas beaucoup de temps à identifier les 19 victimes. Toutes ces personnes retrouvées assassinées dans la forêt du Troncet sont très bien connues des services de gendarmerie et, pour certaines d'entre elles, d'Interpol. Les premières identifications sont révélées et ça match avec des personnes disparues inscrites dans nos fichiers. Tous les corps découverts dans cette clairière étaient ceux de personnes disparues depuis de longues années. Les disparitions avaient eu lieu soit en France, soit à l'étranger, en Europe principalement. Ils s'étaient tous volatilisés sans laisser de traces et il fallait trouver le fil conducteur. Après 3 jours d'examen légiste, l'intégralité des corps est identifiée. Les empreintes dentaires, les confrontations à des photos de disparus, tous ces éléments vont permettre de dresser très vite la liste des disparus de la forêt du Troncet. Le dénominateur commun de ces 19 personnes était qu'elles avaient toutes disparu. D'ailleurs, certaines de ces disparitions avaient été signalées par les familles auprès des services de gendarmerie et de police. Actuellement en France, comme dans beaucoup de pays de l'Union européenne, quand une personne majeure disparaît,
on n'ouvre une enquête que très rarement. Le lieutenant Etchebarri travaille en étroite collaboration avec le commandant Lournek. Spécialiste en psychologie et parapsychologie au sein de la section 13, c'est elle qui a été chargée par le bureau d'enquête de ces cas de disparition. Dans le système juridique qui est le nôtre, en fait, toute personne majeure a le droit de disparaître. Il n'y a qu'en cas de disparition inquiétante qu'on fait appel à une enquête. Et dans notre affaire, aucune enquête n'avait vraiment été menée. Il s'agissait principalement de personnes divorcées, de célibataires, d'adultes qui, au vu des éléments que l'on avait sur les procès-verbaux, s'étaient tout simplement volatilisés. En France, chaque année, le ministère de l'Intérieur enregistre la disparition inquiétante de plus de 10 000 personnes, dont presque un dixième de mineurs. Dans la plupart des cas, ce sont des individus qui ont fui à l'étranger pour différentes raisons. Dettes trop lourdes, escroqueries, meurtres, fuite de responsabilité parentale, maladie. Les raisons de ces disparitions trouvent la plupart du temps des explications rationnelles. Tout ont disparu dans des circonstances qui, en apparence, n'étaient absolument pas alarmantes. Dès le début de l'enquête, nous avions constitué une équipe spéciale chargée de recueillir un maximum d'informations sur chacune des 19 victimes. Et puis les familles des 19 disparus sont contactées et interrogées. Et là, les rapports des enquêteurs sont vraiment déroutants. Les enquêteurs se retrouvent face à une tâche des plus pénibles. Apprendre aux familles le décès de leurs proches, qui avaient disparu pour certains depuis de longues années, sans jamais donner de leurs nouvelles. On a affaire bien évidemment à des gens qui sont tristes d'apprendre le décès de leurs proches, qui s'accrochaient à l'idée de les revoir un jour. Mais dans tous les cas, les victimes avaient coupé les ponts bien avant de disparaître. Les familles n'avaient pas eu de nouvelles de ces personnes qui avaient apparemment disparu brutalement. Souvent des gens marginaux, un petit peu isolés de la société, qui étaient partis subitement. La disparition la plus ancienne était de 8 ans avant les faits, et les autres entre 3 et 6 ans. À travers les témoignages de leurs proches, on comprend très vite que ces 19 victimes avaient toutes des comportements asociaux. La plupart étaient en froid avec leur entourage. On a constaté aussi des divorces conflictuels, ce qui expliquerait que les gens sont partis subitement et, à vrai dire, sans aucune explication. Comment ces 19 personnes, venues de zones géographiques différentes, se sont-elles retrouvées toutes assassinées au milieu d'une clairière de la forêt du Tronchet? Est-ce qu'elles se connaissaient? Faisaient-elles partie d'un mouvement ou d'un organisme privé? Quelles sont les raisons qui ont pu les mener vers cette mort tragique? L'enquête va alors se tourner vers l'emploi du temps des 19 victimes. Les semaines, les mois et les années qui ont précédé le drame sont minutieusement étudiés afin de retracer leurs déplacements. Alors évidemment, ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est d'analyser les mouvements bancaires sur tous les comptes des disparus. C'est vrai que de nos jours, les mouvements sur un compte bancaire permettent de traquer à la fois les victimes et les criminels. La plupart du temps, cela permet de définir des zones géographiques où ils opèrent et de les suivre à la trace. Dans un cas de figure comme celui-là, c'est une enquête laborieuse qui nous attend. Sauf que dans ce cas-là, si mes souvenirs sont bons, la question a été réglée en une matinée seulement. La manœuvre avait été plus que rapide, car tous les comptes avaient été clôturés. Le dernier mouvement enregistré était la clôture des comptes par le titulaire en personne. Pour chacune des 19 victimes, ce schéma s'est reproduit à l'identique. Aucune banque ne nous a donné d'informations valables à ce sujet. Mais il faut préciser que n'importe qui est libre de clôturer ses comptes et de changer de banque sans donner d'explication. Mais le seul élément troublant et inhabituel, c'est que les sommes d'argent avaient été retirées en liquide. C'était un élément à prendre en compte qui était très intéressant, parce que la plupart du temps, si l'on se contente d'un simple changement de domiciliation bancaire, il est clair qu'on repart avec un chèque de banque, ce qui n'était pas le cas de ces 19 personnes. D'importantes sommes d'argent retirées en liquide, des disparitions mystérieuses, et enfin un rituel macabre au cours duquel 19 personnes sont retrouvées assassinées. La section 13 s'oriente vers une même piste. On pense tout de suite à une secte. Des personnes qui vident leur compte en banque du jour au lendemain et qui disparaissent avec des grosses sommes d'argent liquide. C'est un scénario que l'on connaît hélas trop bien.
Sur le moment, on ne peut pas dire qu'il s'agissait d'une secte, mais c'était la seule piste sérieuse que nous avions. Au cours des 30 dernières années, des centaines de victimes ont trouvé la mort lors de suicides collectifs au sein de sectes à travers le monde. Mais alors que la section 13 s'oriente très sérieusement vers cette piste sectaire, l'affaire va prendre un tout nouveau tournant. Et puis, un journaliste de la presse écrite reçoit un coup de téléphone d'un pilote du LM qui aurait soi-disant des clichés très importants à lui montrer. La personne qui va être contactée n'est autre que Michel Rosemary, spécialiste dans les affaires criminelles à caractère paranormal depuis de longues années. Il est contacté par un pilote qui a en sa possession des photographies extrêmement troublantes. La personne en question qui s'est présentée à moi s'appelait Michel Métivet. Et il m'a dit qu'il avait en sa possession des documents susceptibles de m'intéresser. Je lui ai évidemment demandé de quoi il s'agissait, et il m'a répondu que cela concernait l'affaire des ovnis de Touraine. Il m'a demandé de lui communiquer mon adresse email. Il m'a tout de suite fait parvenir une photo, et là, quand j'ai vu ce document, j'étais littéralement scotché. La photo aérienne envoyée par ce pilote du LM est particulièrement intrigante. Elle montre les 19 victimes rassemblées dans la forêt du Troncet. Et tout semble indiquer qu'au moment du cliché, celles-ci ne sont pas décédées. Quand je reçois cette photo, je reste muet pendant quelques secondes. Et à l'autre bout du fil, j'avais mon interlocuteur qui venait de me dire que ça avait un lien avec l'affaire de l'OVNI de Touraine. Lorsqu'il découvre ces étranges clichés, Michel Rosemary ne comprend pas tout de suite le lien avec l'existence d'un OVNI dans la région de Tours. Mais en regardant de plus près ce cliché envoyé par le pilote du LM, le journaliste se rend compte qu'il existe 3 énormes traces placées symétriquement autour du point central formé par les corps. Et c'est vrai que ces énormes traces régulières sur le sol pouvaient faire penser à un engin volant lors d'un atterrissage. Cette photo prise par ce pilote à bord de son ULM laisse entrevoir un scénario concernant la mort des 19 disparus de la forêt du Troncet. Ces traces de brûlés font penser qu'un objet volant aurait pu déposer les victimes au sol avant de disparaître. Très vite, Michel Rosemary décide de publier un article sur l'affaire de l'OVNI du Troncet. La presse, jusqu'ici écartée de l'enquête, va prendre les devants. J'attendais avec impatience que la gendarmerie qui boudait, pour ainsi dire, les journalistes, me recontacte suite à la parution de mon papier. Je me souviens, je crois que c'était le lundi qui a suivi la découverte des corps. Un officier se présente dans mon bureau et me montre un article de presse relatif à notre affaire. Et quand je prends connaissance de la teneur de l'article, immédiatement, je donne l'ordre de retrouver la personne qui a pris ce cliché. Et lorsque les services spéciaux de la gendarmerie m'ont contacté au sujet de mon article, je sentais bien que je tenais là une affaire brûlante. Michel Rosemary est alors convoqué au sujet de son article par le chef des opérations de la section 13, le général Carnot. Le journaliste explique alors l'origine du cliché et remet le document aux enquêteurs. Comme la photo a été prise à plus de 150 mètres d'altitude, la qualité était plutôt mauvaise. Mais ce qui est certain, c'est que la photo a été prise avant la mort des victimes. En regardant la photo, on se rend compte que tous ne sont pas couchés. Certains sont debout, d'autres assis, un peu comme s'ils avaient voulu se mettre en scène en fait. Mais le plus déroutant dans l'histoire, c'est que ces corps n'ont pas été amenés là après leur mort. Ils ont donc été exécutés sur place. Le premier rapport du médecin légiste fait état d'une mort par électrocution. Les traces de brûlures retrouvées dans le cou des 19 victimes indiquent qu'elles avaient toutes été sauvagement assassinées à l'aide d'un dispositif comparable à celui utilisé dans certains abattoirs. Comment imaginer que ces 19 personnes aient pu trouver la mort électrocutée dans cette clairière, alors que la photo prise avant leur décès ne montre aucune présence d'un tel dispositif? Les traces de brûlés qui apparaissent nettement sur le cliché sont-elles celles d'un engin volant qui aurait un lien avec le décès des victimes? Jusqu'ici, les enquêteurs de la section 13 qui se dirigeaient vers la thèse de la secte se penchent sur cette nouvelle piste quelque peu déroutante. On est plutôt cartésien dans notre métier, rationnel, mais là on s'est embarqué sur un terrain...
Ce qu'on découvre sur les photos est totalement surréaliste. Les taches de brûlé qu'on avait vues lors du relevé d'indices nous apparaissent cette fois beaucoup plus clairement. La photo révélait des marques d'une taille impressionnante. Ça ressemblait à 3 pieds d'atterrissage d'un engin volant. Que s'est-il passé ce 20 janvier 2004 en Touraine? Comment expliquer la disparition de ces 19 personnes? Avaient-elles rendez-vous? Ont-elles été transportées à bord d'un engin non identifié? Alors que la presse et les journaux télévisés semblent envisager très sérieusement la piste extraterrestre, les membres de la section 13, quant à eux, restent plutôt sceptiques. D'abord parce qu'aucun radar militaire n'a détecté d'objets volants non identifiés sur le secteur de Tours au moment des faits. Mais aussi parce que ce pilote du LM, Michel Métivet, auteur mystérieux de ces photos, les intrigue au plus haut point. Le 25 janvier 2004, soit 5 jours après la découverte des 19 corps de la forêt du Troncet, ce pilote du LM est convoqué dans le sud de Paris, dans les locaux de la section 13. Lorsqu'il arrive à la brigade, Michel Métivet nous explique que les photos vues du ciel, c'est sa passion. Il a des centaines de clichés en sa possession et il pratique depuis 10 ans des vols en ULM. Et c'est là qu'il nous dit qu'il est tombé sur cette scène par hasard en fait, que son attention a été attirée par les marquages qui jonchaient le sol. Le pilote nous présente également 5 autres clichés. Certains sont d'une qualité un peu meilleure que le premier. Ils ont été pris à quelques secondes d'intervalle. Mais ce qui est certain, c'est que les silhouettes nues au sol sont en mouvement. À ce moment-là, on est certain qu'elles sont vivantes. Il ne peut pas y avoir de doute sur cette question. Comment expliquer que les 19 victimes de la forêt du Troncet se soient retrouvées là, vivantes dans cette clairière, quelques jours avant de trouver la mort? Mais le plus effrayant, c'est ce dernier cliché. Il a été pris 8 minutes après que l'ULM fasse sa manœuvre de demi-tour et repasse sur zone. Et là, seules les immenses traces au sol sont visibles. Toutes les personnes, je dis bien toutes, ont disparu. Si l'on se réfère à la chronologie des clichés pris par le pilote du LM, les 19 personnes sont présentes dans le champ en position debout et allongée. Et 8 minutes plus tard, alors que le pilote fait demi-tour pour repasser sur zone, toutes ont disparu. Et les seules traces visibles sont celles des 3 marques distinctes de brûlures au sol. On presse un peu le pilote sur ces clichés, et là il nous lâche que ces photos ont été prises le 14 janvier vers 15h. Ce qui fait que tout ceci remonte à 6 jours avant la découverte des corps. Vu l'état des corps, quand on les a trouvés, on savait que les victimes n'étaient pas mortes la veille de la découverte par les bûcherons, mais quelques jours plus tôt. Et le médecin légiste n'a pu qu'approximativement nous donner la date de leur décès. Dans le rapport du médecin légiste, il est fait état que les 19 victimes ont trouvé la mort 3 jours avant leur découverte. Mais alors, comment expliquer que les clichés faits par le pilote du LM remontent eux en revanche à 6 jours? La difficulté dans cette enquête est que nous avons en gros 3 jours de battement. Tout semble démontrer que ces individus sont arrivés dans la clairière le 14 janvier vers 15h, au moment où le pilote de l'ULM a pris ses clichés. À 15h08, ils n'apparaissent plus à l'image. Et ces traces au sol, on se demande qu'est-ce qui a pu faire ça? Comme si un engin équipé d'un réacteur avec des moteurs s'était posé en plein centre de ce pré et était reparti comme ça, ni vu ni connu. Cette découverte étonnante sous-entend que les 19 victimes sont venues une première fois le 14 janvier, puis ont disparu durant 3 jours et sont réapparues au même endroit dans la forêt du Troncet 3 jours plus tard pour y être exécutées. Les enquêteurs de la section 13 se penchent alors sur ces traces étranges laissées par un objet volant non identifié. Les traces de brûlure sur le terrain proviennent d'un carburant, mais on trouve aussi des particules. Il s'agissait en fait de morceaux de météorites, et du coup, la thèse des extraterrestres revenait sur le devant de la scène. Les particules retrouvées sur le terrain sont celles de météorites d'origine intersolaire. 99,8% des météorites recensées sur la planète proviennent d'astéroïdes, et seulement 0,2% proviennent de la Lune, mais aussi de Mars. Comment expliquer la présence de pareilles particules dans la forêt du Troncet?
S'agit-il de traces laissées par un engin venu d'une autre planète? L'affaire s'ébruite et fait scandale. Les membres de la section 13 se retrouvent très vite dans l'impasse. Et là, bien sûr, on a eu des ufologues en tout genre qui ont débarqué. Et là, ça y est, les extraterrestres sont là, on a eu le droit à tout, les petits bonhommes verts, les petits gris, les aliens. Et puis, l'affaire ayant été ébruitée à la radio, dans la presse, on passait nos journées finalement à auditionner des illuminés qui prétendaient avoir vu des ovnis, avoir été enlevés, enfin bref, c'était très compliqué. Les enquêteurs de la section 13, ainsi que les différentes brigades de gendarmerie de la région, vont prendre les dépositions de 71 témoins en l'espace de 2 jours. Tous affirment avoir observé 3 points lumineux dans le ciel, faisant penser à un engin volant. Les membres de la section 13 restent cependant très sceptiques face à ces différentes observations, jusqu'à ce qu'un témoin particulièrement intéressant intrigue les enquêteurs. Un matin, arrivant à la brigade après une entrevue avec le préfet, un de mes hommes m'informe qu'une femme m'attend pour me donner un renseignement extrêmement précieux. La jeune femme qui se présente aux enquêteurs de la section 13 s'appelle Emma Kortik. Âgée de 47 ans, elle est libraire dans la ville de Nantes. Lorsque les gendarmes de la brigade de Tours ont découvert son incroyable témoignage, elle a été immédiatement convoquée dans les bureaux de la section 13 par le lieutenant Etchebari et le capitaine Brunel. Exceptionnellement, elle a accepté de revenir avec nous sur son témoignage qui a littéralement relancé l'affaire. Par contre là, on avait un témoignage qui se révélait très intéressant et qui allait nous plonger dans une des pires enquêtes de ma carrière. Ma sœur avait disparu depuis un peu plus de 5 ans. Je crois que je suis la dernière de la famille à l'avoir vue. Elle était passée à la maison un peu avant Noël pour déposer un petit cadeau pour mon fils. Cette femme nous explique que sa sœur Lucie Kortik n'avait pas l'intention de passer Noël avec eux et qu'elle était juste passée pour faire en quelque sorte ses adieux. Quand je lui ai demandé pourquoi elle comptait ne pas passer Noël avec nous, elle m'a dit qu'elle se préparait pour un grand voyage et qu'elle ne serait pas là. Quand elle a prononcé le nom de Lucie Kortik, je suis tout de suite allé vérifier la liste des 19 victimes retrouvées mortes dans la forêt du Tronchet. Mais elle n'y figurait pas. Du coup, on ne pouvait pas se douter que cela avait un lien avec notre enquête. Lucie Kortik ne faisait pas partie des 19 victimes de la forêt du Tronchet. Sa disparition ne semble avoir aucun lien avec l'enquête menée par la section 13. Mais un document vidéo apporté par le témoin va intriguer les enquêteurs. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a promis, juré qu'elle me donnerait des nouvelles et qu'il fallait surtout pas que je m'inquiète. Puis elle est partie, silence radio jusqu'à ce que je reçoive cette cassette par la poste. Emma Kortik remet alors aux enquêteurs une mystérieuse cassette VHS qu'elle avait reçue la veille par la poste. À la lecture de la bande, les enquêteurs de la section 13 découvrent alors un film absolument effroyable. Ces images étant particulièrement choquantes, nous avons décidé de vous en présenter que de très courts extraits. Ce film commence par ce titre, Paco Venuso, qui signifie en espéranto « la paix de l'étoile du soir ». Après une succession d'images choquantes mettant en scène la mort, le film s'arrête sur une première exécution publique. Dans cette séquence d'une violence inouïe, on y voit des hommes et des femmes s'immolés volontairement par le feu. La scène se déroule en public au sud de l'Inde. Là, je dois dire que ce film est innommable, surtout quand on sait ce qui va suivre. C'est sûr que devant de telles images, c'est difficile de retenir son émotion. Quand je repense à ce film et que je fais le lien avec la suite, je peux dire qu'on est véritablement en plein cauchemar. Quand j'ai vu les images, j'ai compris qu'elle était dans le sale drap. Les premières images, c'était un fouillis subliminal de scènes sordides. Il était question de nazis, d'opérations chirurgicales sur des singes, de torture. Une sorte de clip vidéo fait d'images qui semblaient venir de sources différentes.
On y parlait d'horreur, on y voyait des crimes atroces, des exécutions à travers le monde à des époques différentes. Il y avait des images démentielles. Une succession de flashs dans lesquels on mélangeait des images d'Holocauste, des images de torture, enfin toute l'horreur dont les hommes sont capables parfois. C'était forcément un film de propagande de secte. Ça pouvait pas être autre chose. La relation du symbole avec les vidéos de propagande font froid dans le dos. On comprend que cette secte a fait une sorte d'amalgame entre la culture indienne et les nazis. Cette première partie devait durer moins d'1 minute. C'était court mais très explicite. Et puis il y a eu un fondu au noir, et là on est tombé sur ce message enregistré. C'était ma sœur qui était dans ce film, et elle s'adressait à moi. Sur cette vidéo intitulée « Voyage », on y voit Lucie Cortic adresser un message d'adieu à sa sœur. Bonjour Emma, salut petit Lulu, c'est ta marraine qui te fait un gros bisou. Et ben voilà, chose promise, chose due. De toute évidence, la jeune femme lit un texte probablement rédigé par ses ravisseurs. Les choses n'ont pas pu se faire tout de suite comme prévu, car je ne suis pas la seule à avoir été choisie, enfin c'était compliqué. Mais voilà, ça y est, je pars et je voulais te dire tout comme je t'aime fort et comme vous allez me manquer tous les deux. Donc je te dis que je t'aime et je t'envoie plein d'amour. Merci Lucie. Regardez-moi. Ça tourne toujours la caméra? Le départ est prévu pour quelle heure? Le départ est prévu à quelle heure? Ce sont les derniers mots de Lucie Cortic. Donc sur le coup, on a pensé que cette femme était aux mains de ravisseurs, mais le film s'arrête là. Il n'y a rien de plus sur la cassette. Il n'y avait aucune demande de rançon. C'était un film d'adieu. Le montage d'images violentes de propagande nous laissait à penser que cette femme était aux mains d'un groupe sectaire. Et là, c'était très difficile de savoir à quelle date le film avait été enregistré. Donc il pouvait s'agir de plusieurs années ou de quelques jours. Alors on pense de nouveau à cette idée qui nous trotte tous dans la tête, qu'il s'agit probablement d'une secte ou d'un groupe occulte. Mais hélas, cette vidéo n'apporte rien de plus, et on ne trouve pas le lien avec les 19 cadavres retrouvés électrocutés dans la forêt du Troncet. Y a-t-il un lien entre la disparition de Lucie Cortic et les 19 morts de la forêt du Troncet? La vidéo reçue par la sœur de la disparue fait penser que la jeune femme est vivante et qu'elle semble être en bonne santé. Maintenant, aucun élément ne permet de dater cette vidéo, et encore moins de la connecter à l'enquête, jusqu'à ce qu'un incroyable rebondissement éclaire enfin les enquêteurs. Chaque soir, je rassemblais tous les services qui travaillaient sur l'affaire pour faire un point, comme il est habituellement le cas dans ce type d'affaires. Sur cette affaire, il y avait tout de même 22 hommes mobilisés jour et nuit sur le terrain. Il y avait toute l'équipe de la scientifique et surtout le groupe légiste. Ensemble, on faisait un point sur tous les éléments nouveaux relatifs à l'enquête. On a fait un point sur les éléments importants de la journée, sur les témoignages recueillis, puis le lieutenant Ashbari est arrivé, et là, on a eu du nouveau. Lors de ce point, j'avais très peu d'éléments à présenter, et les rapports de surveillance dans la forêt du Troncet n'évoquaient rien de spécial. Je suis donc passé rapidement à ce témoignage d'Emma Cortic. J'étais présent avec tout l'ensemble du groupe légiste, et le lieutenant nous a proposé une petite projection. Il s'agissait d'un film qui avait été déposé le jour même par un témoin. Au départ, on ne savait pas de quoi il s'agissait. On a su après par le lieutenant Ashbari qu'il avait reçu ça dans la matinée. Je n'ai pas prêté beaucoup d'attention au premier visionnage. Et lorsqu'ils ont passé une deuxième fois la séquence avec la jeune femme qui a envoyé un message, là, j'ai tout de suite reconnu une personne. Et à ce moment-là, je me souviens, Lafaux s'est levé de sa chaise et il s'est approché de l'écran de projection. Et là, le docteur Lafaux m'a demandé de mettre le film en pause sur l'image de l'homme en blanc. Et là, il nous a regardés et il nous a dit « Ce gars-là fait partie des 19 morts ». L'homme en blanc figurant sur cette vidéo fait partie des 19 victimes retrouvées dans la forêt du Troncet 3 jours plus tôt. Et si le docteur Lafaux, médecin légiste au sein de la section 13, l'a formellement reconnu, c'est parce que l'homme porte une scarification vraiment reconnaissable, ainsi que des tatouages sur le bras droit. Serge Cartigny, 37 ans, disparu depuis 5 ans à la suite de son divorce. On a pu assez facilement définir la date de l'enregistrement, grâce, entre autres, à la petite entaille que M. Cartigny s'était fait sur le bras droit. Il avait la même entaille le jour où il a été retrouvé mort.
Pour qu'une plaie de ce genre cicatrise, il faut au maximum 6 jours. Ce qui voulait dire que cette vidéo datait d'une semaine tout au plus et que Lucie Cortic et certainement d'autres personnes étaient probablement encore en vie. Quel est ce film mystérieux mettant en scène les adieux d'Emma Cortic? Quel est le rôle de cet homme en blanc qui figure sur la vidéo? Et comment expliquer que le corps de cet homme, Serge Cartigny, va être retrouvé quelques jours plus tard dans la forêt du Tronchet? Les membres de la section 13 sont alors persuadés que les disparus sont aux mains d'une dangereuse secte qui sévit quelque part à travers le monde. Le lendemain des faits, 7 autres témoins vont se manifester auprès des services de gendarmerie avec la même cassette mettant en scène les adieux de l'un de leurs proches. Le lendemain, d'autres familles nous contactent et malheureusement le même schéma se produit. Même vidéo, même propagande. Tous ces messages concernent des disparus, mais aucun ne provient de l'une de nos victimes de la Clairière. Ces cassettes vidéo mettant en scène les adieux de personnes disparues depuis plusieurs années laissent présager le pire. Sont-elles toutes destinées à subir le même sort que les 19 victimes de la forêt du Tronchet? On n'a pas arrêté de se repasser en boucle chaque message pour trouver un indice, quelque chose quoi. Comme d'habitude, quand il s'agit de membres de sectes, on se rend compte que toutes ces victimes sont des personnes fragiles, vulnérables. On le voit d'ailleurs sur les vidéos. Elles ne sont pas dans leur état normal. Elles sont euphoriques, excitées. On peut penser qu'elles sont même sous l'emprise de substances. On sent bien qu'au sein de la section 13, l'ambiance n'est pas terrible. L'enquête piétine, les enquêteurs s'interrogent sur l'origine de ces envois et en même temps redoutent un nouveau drame. À ce moment-là, ce que nous redoutions le plus arrive. Le 28 janvier 2004, soit 8 jours après la découverte des 19 corps, 16 nouvelles victimes sont retrouvées mortes le long de l'autoroute A20 au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Face à cette situation de crise, les autorités ont décidé de couper l'autoroute et d'organiser une déviation afin de préserver un large périmètre de sécurité. C'est donc la pire hypothèse qui s'est vérifiée ce matin dans l'affaire des disparus. Nouvelle hécatombe, 16 corps ont été découverts ce matin. Les corps sont disposés en étoiles. Les 16 victimes ont été retrouvées près de l'autoroute A20, à 150 mètres environ d'une aire de repos. Les corps sans vie et dénudés sont disposés en forme d'étoiles. Immédiatement avertis, les membres de la section 13 arrivés sur place ont pu procéder aux premières identifications. C'est là qu'on se rend compte que Lucie Cortic fait malheureusement partie des victimes. Et on se retrouve impuissant devant les familles. Impuissant, révolté face à ce nouveau drame, mais on était déterminés plus que jamais à retrouver les responsables. En recoupant les deux enquêtes, en comparant les mêmes indices, les messages reçus, on s'est rendu compte que c'était la même affaire. Et là, on commence à se demander si on n'est pas au début d'une série. Même disposition des corps, même rituel macabre visant à éliminer les victimes par électrocution, et enfin les mêmes traces au sol laissant penser qu'un engin volant aurait déposé les victimes le long de cette autoroute. Les enquêteurs de la section 13 sont convaincus qu'ils sont face à une mise en scène orchestrée par une secte visant à faire croire que des enlèvements extraterrestres ont lieu sur le territoire français. Le général Carnot et ses hommes reprennent l'enquête à zéro. Ils décident de reconvoquer tous les témoins, à commencer par Michel Métivet, ce pilote du LM, auteur de ces photos qui avaient fait le tour de la presse. En reprenant les clichés du pilote de l'ULM, je repense à la réaction de mes hommes lors de son interrogatoire. Il n'avait de cesse que de se vanter de ses photos, il était très fier. C'est le genre de mec qui voulait impressionner, il voulait son auditoire, il voulait se faire mousser. Voilà, point. Une équipe part à son domicile afin de le ramener à la brigade pour compléter ses déclarations. Lorsque les gendarmes se présentent au domicile de Michel Métivet, celui-ci semble plutôt embarrassé par leur présence. L'homme, extrêmement nerveux,
se refuse à les accompagner à la brigade, prétextant un voyage d'affaires programmé depuis longtemps. Et là, on a trouvé que le gars n'était pas très à l'aise, il devait repasser plus tard, on sentait bien qu'il y avait un souci. C'est vrai que son attitude nous interpellait, mais rien ne nous permettait de prolonger ces interrogatoires. Et puis surtout, on n'enferme pas les gens sous prétexte qu'ils sont particuliers. Sur le coup, on ne sait pas où on va. On a plus des impressions que des certitudes. Alors on prend une décision, on va suivre cet homme. Michel Métivet intrigue les enquêteurs au plus haut point. Déjà par son comportement, et aussi par ses photos qu'il s'était empressé de présenter à la presse plutôt que de les communiquer à la gendarmerie. On décide de mettre en place un système de planques devant chez lui. Avec l'autorisation de la hiérarchie, nous organisons les équipes en voiture, à pied, en métro, dans le train. Tous les déplacements sont suivis et intégralement notés avec photo à l'appui. En général, quand on met en place une filature pour une enquête, on se sert obligatoirement des vidéosurveillance. Les téléphones portables sont souvent une mine d'informations privilégiée. Tous les appels sont donc filtrés et analysés. Michel Métivet est alors placé sous étroite surveillance. Au cours des 6 premiers jours de filature, l'homme ne quitte quasiment pas son appartement parisien. Il ne reçoit personne, ne prend aucun contact, jusqu'à ce qu'un coup de téléphone retienne l'attention des enquêteurs. Il reçoit un appel téléphonique et c'est un certain JX qui lui donne rendez-vous. Et là, il lui dit qu'il doit se rendre au lieu habituel demain matin pour une nouvelle livraison. Les membres de la section 13 et toutes les forces de gendarmerie sont alors en alerte maximale. L'homme que Michel Métivet a contacté, un certain JX, est bien connu des services de police. Ce dernier a déjà été condamné par le passé à une peine de 7 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Dès le lendemain matin, les membres de la section 13 se lancent dans une incroyable filature. On a effectué une zone de relayage de véhicules assez conséquente. À ce moment-là, toutes les équipes sont sur le qui-vive, parce que si on le perd, on tombe droit dans l'impasse. Parti de Paris, il arrive à Lyon, il retire de l'argent et là, il achète du matériel photo. Et là, c'est la surprise. Notre homme se rend à la gare de Lyon-Pardieu et là, il attend plus d'1 heure. Les enquêteurs de la section 13 pensent alors que Michel Métivet a rendez-vous avec ce JX, avec qui il était en communication la veille. Mais à leur grande surprise, c'est un autre homme qui va se présenter. Un homme que les enquêteurs connaissent très bien. À ce moment-là, les clichés pris sur l'instant nous permettent d'identifier un certain Benoît Lerben. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte tout de suite que l'homme embarqué, on le connaît puisqu'il apparaît sur la 3e vidéo. Exactement le même genre de vidéo que Lucie Cortic a envoyé. L'homme avec qui Michel Métivet a rendez-vous s'appelle Benoît Lergon. Lui aussi, comme Lucie Cortic, a fait l'objet d'une cassette vidéo pour faire ses adieux à sa famille. Dès cet instant, la connexion entre Michel Métivet et la secte ne fait plus aucun doute. L'homme devient le suspect numéro 1. Et pour les membres de la section 13, la réussite de cette filature est cruciale. Et quelques minutes plus tard, ils reprennent la route. Et là, c'est clair, il prend la direction de la Suisse. Et là, la filature devient très compliquée. Et c'est vraiment très difficile de ne pas le perdre. Et ça n'a pas arrêté comme ça sur 400 km. Il changeait régulièrement de voiture, nous obligeons à faire de même. Et là, il change une dernière fois de véhicule et prend la direction de Bâle en Suisse. Et il arrive enfin à destination. Au bout de 13 heures de filature intensive, les efforts des enquêteurs vont enfin payer. Michel Métivet, suspect numéro 1 dans cette affaire, vient de les mener jusqu'à un ancien camp militaire au sud de Bâle. Nous touchons au but. La section 13 travaille en étroite collaboration avec leurs homologues suisses. Ils échangent des informations et très vite, ils reçoivent des rapports extrêmement précis sur l'activité de cette secte. Cette secte découverte par les enquêteurs se situe à 6 km de Bâle, en pleine campagne. Il s'agit d'un ancien campement militaire racheté par un richissime homme d'affaires pakistanais en 1988. En 1995, l'activité de ce groupuscule a commencé et a très vite explosé, forte de son succès.
Connue sous le nom de Mouvement de l'Ordre Sacré, elle consistait à proposer des stages de formation pour entraîner des hommes, des femmes et des enfants à se préparer à vivre sur une autre planète. Le 5 février 2004, 2 jours après la mise en surveillance du site, et après de nombreuses négociations au sein d'Interpol avec les autorités suisses, la section 13 se prépare à une opération coup de filet de grande envergure, visant à arrêter les activités de cette secte et à mettre ses adeptes hors de danger. En accord avec le gouvernement helvétique et le gouvernement français, un commando du GIGN est dépêché sur place. Les hommes du GIGN, commandés par le général Carnot, sont prêts à intervenir le lendemain matin à 5 h, en coopération avec l'armée helvétique. L'assaut se déroule très rapidement et ne fait aucune victime. En l'espace de 20 minutes, le commando spécial pénètre dans le campement militaire et neutralise l'ensemble du dispositif de sécurité de la secte. Une opération de grande envergure est alors mise en place pour porter secours aux nombreuses victimes. Quant aux organisateurs, ils sont tous arrêtés. Tout se passe très vite. Les membres du GIGN donnent l'assaut et aussitôt, les gourous et tous leurs complices sont arrêtés. Ce sont des centaines de personnes qui ont été découvertes par les membres du GIGN. Et toutes en attente du fameux grand voyage. Nous savons la destination de ce grand voyage. C'est un aller simple vers la mort. Une demi-heure après l'assaut du GIGN, les secours arrivés sur place ont été autorisés à pénétrer dans l'enceinte de la secte. Voici en exclusivité les premières images tournées par le journaliste Michel Rosemary lorsqu'il a accompagné une équipe de pompiers. Elles ont été tournées à l'intérieur du camp militaire dans ce long tunnel bordé de salles où des expérimentations sur des êtres humains étaient en cours. Jamais nous n'aurions imaginé tant d'horreur et d'ignominie. Ce qu'on découvrait, ça dépassait l'entendement, c'était irréel. Et là, on a retrouvé notre pilote du LM, Michel Métivet, dans une sorte de laboratoire où il essayait d'enregistrer des messages de propagande. Il y avait du matériel partout, banc de montage, caméra. Il était vraiment très très bien équipé. Sur place, les enquêteurs de la section 13 découvrent des centaines d'adeptes compartimentés dans d'étroites galeries en attente de leur départ. 114 personnes au total vont être sauvées, mais pour 17 d'entre elles, les secours n'ont rien pu faire. Comme pour les 19 disparus de la forêt du Troncet, ces derniers ont été électrocutés avant d'être confinés dans des chambres froides. Quand nous sommes arrivés avec les membres du GIGN dans cette base militaire, tout de suite, ils nous ont emmenés dans une sorte de laboratoire où, enfin, c'était sordide, où ils disséquaient les gens, il y avait des caméras partout, c'était indescriptible. Nous avons aussi découvert des caisses réfrigérantes, où on s'est dit, bien sûr, tout de suite que ça servait à un trafic d'organes, sûrement pour le monde entier. Après un mois passé au cœur de la secte, les adeptes étaient conditionnés pour se préparer au grand voyage. Ils étaient alors acheminés dans des galeries souterraines dans lesquelles les bourreaux procédaient à leur exécution par électrocution. Mais faire disparaître tous ces gens n'était pas si évident. Donc il ne fallait pas que les cadavres restent dans la secte. D'où cette macabre mise en scène où l'on a placé les corps en forme de soleil, ces traces de brûlure et ces particules. Après leur exécution, les corps des adeptes servaient pour un trafic d'organes international, puis ensuite étaient incinérés. Seuls quelques corps étaient conservés pour servir à des mises en scène macabres, visant à faire croire que des enlèvements extraterrestres avaient lieu sur le territoire français. Les bourreaux de la secte disposaient alors les corps en forme de soleil et brûlaient le sol en 3 points distincts en y ajoutant des fragments de météorites, faisant croire que ce drame avait une origine extraterrestre. Le 21 juin 2006, le tribunal de Zurich a condamné les 6 gourous de la secte, dont Michel Métivet, à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon un rapport récent des renseignements généraux français,
172 sectes particulièrement dangereuses sévissent encore à travers le monde.